Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe Blasban, comment ça va Philippe? Ça va. Coussi coussa. Oui, comme tous les gens iraniens ou d'origine iranienne, c'est mitigé. Ouais, en plus c'est une drôle de journée, hein. C'est un peu un hasard de calendrier, mais l'Iran fête en ce moment c'est le 44e anniversaire de la révolution islamique. Oui. Après les répressions sanglantes qui ont eu lieu il y a quelques semaines, histoire de faire peut-être oublier, c'est un peu étrange quand même comme climat, non? J'ai l'impression. Oui, oui. Et surtout, en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est surtout ça. C'est que c'est... Contrairement à ce que l'on imagine, une dictature, c'est très inefficace. Ils n'ont pas de sondage d'opinion, ils n'ont pas ils ne savent pas plus que les forces un peu plus, mais pas tellement plus que les forces d'opposition. C'est le règne de la rumeur. Ouais. Vous avez encore de la famille là-bas, vous? Alors heureusement, non. La personne la plus proche, c'est le fils de la cousine de ma mère. Et je crois que sa mère est encore là aussi. Ouais. C'est des gens que je connaissais, mais que j'ai plus vus depuis des années. Mais c'est en plus, ouais. Non, je disais ça parce qu'effectivement, comme tout a été coupé, qu'on n'avait plus de liaison, c'était compliqué. Oui. Mais tout était coupé aussi il y a bien longtemps, à la fin des années 70. On va en parler de votre livre qui s'appelle La nuit est encore longue. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans ces émissions. Si vous étiez Philippe, vous répondez du tac au tac. Hein. Oui. Un sentiment, vous sauriez quoi? La nostalgie. Ah, c'est positif ça? J'en sais rien, mais à mon âge, c'est vraiment le sentiment. On regarde en arrière, ouais. Oui. Si vous étiez une odeur d'enfance, tiens. Alors, l'odeur... Ça, c'est aussi de la nostalgie, quelque part, oui, évidemment. Parce qu'on parle de ce livre-là, évidemment, c'est ça qui me vient à l'esprit. Oui. L'odeur de... ça, c'est un nom, ça s'appelle Petrichor. Depuis quelques années, c'est un nom. Avant, ça n'en avait pas. Et c'est l'odeur de la pierre après la pluie. Et c'est une odeur qui avait souvent à Téhéran quand il pleuvait. Ouais. Ce qui n'est plus arrivé à Téhéran, en l'occurrence, depuis plusieurs années. Ça fait longtemps. Vous parlez aussi de l'odeur dans le livre de l'eau potable, qui est un peu plus sucrée. Un peu plus sucrée, ouais. À l'époque, je ne sais pas du tout comment ça va. J'imagine que ça a peut-être changé. Et allez, une dernière question, si vous étiez un mot en persan. Shab, c'est toujours lié au livre. Shab, ça veut dire la nuit. Ouais. Le titre, s'il était en persan, ce serait Shab Deroze, que je trouve plus beau en persan, mais bon. Oui, c'est moins vendable chez nous peut-être. Oui. Ça s'appelle La nuit est encore longue. On en parle dans cette émission. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای Voilà, baraye, je ne sais pas si je prononce bien, hein, ça veut dire pour en persan. Baraye. Ouais, vous étiez ému quand même pendant le... Oui. À ce point-là Oui, c'est très émouvant parce qu'en plus, quand vous écoutez les paroles, ils disent, bon, ils manifestent pour plein de raisons logiques et puis simplement pour les chiens errants, pour les enfants afghans. Les Iraniens, normalement, sont très racistes envers les Afghans. Ouais. Mais ils disent, je vais manifester aussi pour les enfants afghans. Ouais. Voilà. Allez, on va essayer de se ressaisir. Oui, c'est vrai, moi j'avais fait traduire une petite partie parce qu'on danse dans la rue, parce qu'on a peur en s'embrassant, parce qu'il y a ma sœur, ta sœur, notre sœur, parce qu'il faut changer les esprits pourris. Ouais. C'est devenu d'ailleurs un peu l'hymne national l'hymne du mouvement Femme, Vie et Liberté. Hein. Oui. En Iran, il a reçu un Grammy Awards en 2023. Puis il a été condamné à une peine de prison. Je ne sais pas s'il est encore en prison. Je ne sais pas, non. Ça, c'était en 2024. Aujourd'hui, vous voyez la photo juste derrière vous, c'est l'anniversaire de la révolution islamique. C'était il y a 44 ans avec l'entrée de l'ayatollah Khomeini en 79. À Téhéran, après des années de dictature avec le Shah. On pensait que ça y est, on était sauvés, c'était pas le cas. Non. C'était autre chose qui arrivait. Oui, c'est un régime religieux extrêmement dur qui a mis 1 an à
ou deux à vraiment devenir une dictature complète, mais une fois qu'ils l'ont été... Là, ils l'ont installé, une répression avec des milices. Oui. Là, on estime, parce que évidemment, comme c'est des dictatures, comme je disais plus tôt, c'est difficile de déterminer quoi que ce soit, mais on estime qu'il y a eu 2000 morts sous le Shah, à cause de la répression politique, et sous Khomeini, il y avait souvent 500, 600 morts par soir. Par soir, ouais. Sans compter les tortures, les enlèvements, la prison. Enfin, tout ça. Donc, et maintenant, c'est catastrophique, c'est encore... Ouais, parce que j'allais le dire, ces répressions-là, elles font écho aux répressions qu'on vit aujourd'hui à Téhéran, et dans tout le pays d'ailleurs, pas qu'à Téhéran, dans toutes les villes. Comment on vit, je me demandais ça parce que ça touche à votre livre, et on va en parler du personnage de votre livre, mais comment on vit toutes ces infos douloureuses qui viennent d'Iran quand on est à Bruxelles? Même si vous n'avez vécu que très peu d'années là-bas, mais c'est quand même... voilà. J'ai une famille. Oui. J'ai une famille iranienne. Comment ça se passe ici? Vous regardez la télé, les infos? Non, parfois on se barricade. Ah oui. Parfois on ne peut plus, on n'y arrive plus. On essaye. Si je pensais vraiment... Enfin, parce qu'il y a eu tellement... Il y a eu des répressions, puis il y a eu la guerre Iran-Irak, et puis il y a eu telle chose, telle chose. Si on y pense tout le temps, si on se... Si on se focalise... Si on se focalise là-dessus, on n'arrive plus à vivre. Ouais. La plupart des Iraniens dorment très mal pour l'instant, des Iraniens ici. Est-ce que vous rêvez de l'Iran? Oui, parfois, quand même. Dans quel sens? Je vois des endroits où j'ai habité. Parfois, ça se mélange, évidemment, c'est des rêves, mais parfois, je suis de nouveau en Iran. Alors qu'en fait, je n'y suis plus retourné depuis 40 ans, donc... Qu'est-ce que je dis, 45 ans. Le temps passe. Oui. Vous êtes né en 1964 à Téhéran, puis vous êtes venu en Belgique. Je signale quand même que ce roman, qui sort en ce moment, ces jours-ci, il a été écrit avant les événements de janvier, forcément. Oui, il était fini il y a 6 mois. Ouais. Après le mouvement Femmes, Vie et Liberté, mais avant... les manifestations actuelles. À propos de femmes, on en suit une femme, c'est la narratrice Soheila, je ne sais pas si je prononce bien. Soheila, non, mais c'est imprononçable en français. Bon, ça va alors, je suis pardonné. Mais oui, faut savoir que Philippe Blasman est imprononçable en Iran. Ah oui, d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas y retourner. Ça devient Philippe et Belosband, et en général, ils n'y arrivent pas. Bon, d'accord. Soheila Pirouzfar, ça c'est plus facile. C'est votre narratrice. Elle arrive en Belgique à l'âge de 14 ans, à Zaventem. Je dis Zaventem parce qu'elle pour elle, c'est le symbole de la Belgique, Zaventem, le hall des arrivées. Mais quand vous vivez à l'étranger et que vous venez en vacances en Belgique, c'est vraiment le sas par lequel vous passez, et vous passiez en plus avant, parce que ça restait... Ça a un peu changé, Ça a un peu changé, ça a plusieurs fois changé, mais avant... il y avait une sorte de comment dirais-je... Escalator Oui, il y avait des vitres. Non, avant ça. Avant, moi, c'était... Okay. Il y avait... L'arrivée était en bas et on était au-dessus et on parlait aux gens, on dit « Ah, je suis là », etc. etc. Ouais, vous décrivez bien ça, parce qu'elle arrive à Bruxelles, sa mère et sa grand-mère, Madame Cor, je crois, c'est comme ça que... Corne, oui, voilà. Était déjà là, c'est son père en fait qui l'a envoyé, pas ses sœurs mais elle, c'est ça l'histoire. Alors il y a toujours des décalages, mais il y a toujours par rapport à ce que j'ai vécu, et puis parce que par exemple je ne suis pas une femme, je l'avoue. Non, on a remarqué. Non. Oui, mais il y a des choses qui sont tout à fait exactes, et en effet moi j'avais été envoyé hors d'Iran avant mes 2 frères, parce que moi j'avais un passeport iranien comme j'étais né en Iran. C'est comme elle, en fait. Comme elle, vraiment. Parfois, j'ai pris des choses presque in extenso, et parfois, c'est des composites, et parfois, j'ai inventé. C'est une fiction. C'est un roman, c'est votre truc, raconter des histoires, quand même. Oui, le scénariste de beaucoup de films. Alors, son histoire à elle, le moyen que vous avez trouvé pour raconter toute cette histoire, c'est les listes. Oui. Elle procède par liste. D'où vient cette idée? Alors, de 2 sources. Il y a une écrivaine... japonaise d'il y a 1000 ans, qui s'appelait Sei Shonagon, qui a écrit Lettres de chevet, qui est un livre fait que de listes. Et à part ça, mon épouse
la comédienne Aileen Yai fait tout le temps des listes. Et j'adore ça. Moi, des listes de courses, quoi. De tout. De tout. C'est ça qui est drôle. Ouais. C'est de mettre dans des listes toutes sortes de choses. Ouais. Mais parce qu'ici, à travers ces listes, on voit toute sa vie, tous ses espoirs, toutes ses craintes. Elle fait les listes, même des détails, les voyages en voiture qu'elle fait en Belgique ou en Europe. Enfin, c'est dingue. Oui, mais le livre japonais est aussi comme ça. Ouais. Précis, quoi. Hein. Oui. Liste des choses grandes, liste de... Mais du coup, nous, lecteurs, lectrices, on rentre dans sa vie à travers les listes. On découvre sa vie au lycée français de Téhéran, par exemple. Même les petits détails, un ballon de basket qui va fracasser une lampe. Donc le préfet ou je ne sais plus qui est furieux. Il lui dit, si tu continues, tu vas être renvoyé. Alors, quand on était effectivement là-bas dans ce lycée, si on était renvoyé, c'était l'internat en France ou en Belgique. Oui, il y avait une autre. C'était plus compliqué que ça parce qu'il y avait une autre solution. Il y avait des lycées iraniens, mais tenus par des nonnes et des frères. Ouais. Il y en avait 2, donc ça c'était possible encore. Enfin, si moi j'avais été renvoyé, c'est ce qui me serait arrivé. Vous n'avez pas été renvoyé. Non. Alors. Elle parle d'elle dans ses listes, et elle parle d'une famille, les Maducheri, là je prononce très mal, mais bon, ouais, ça va. 4 frères, 4 sœurs, et elle découvre d'autres exilés iraniens qui sont à Bruxelles à travers eux, quoi. Oui, des gens un peu plus âgés qu'elle. Ouais. Elle est fascinée par eux. Oui, en tout cas, quand elle en parle maintenant, elle est fascinée parce qu'ils sont... la plupart d'entre eux, je dévoile rien, c'est au début du livre. On va pas trop dire. Mais leur destin est assez tragique et donc après coup, on se dit, mais ces gens surtout n'ont pas vécu la vie qu'ils auraient dû vivre ou qu'ils attendaient de vivre. Ils ont une vie plutôt médiocre alors qu'ils étaient capables de beaucoup plus. C'est comme beaucoup d'exilés. Comme beaucoup d'exilés. Les Iraniens, c'est très spécifique parce que c'est, en général, surtout ceux de cette époque-là, c'est de la moyenne bourgeoisie ou voire la haute bourgeoisie. Par exemple, vous avez des médecins qui sont devenus chauffeurs de taxi, ce qui, d'un point de vue sociologique, est vraiment, c'est rien, c'est pas, mais d'un point de vue personnel, c'est quand même catastrophique. Évidemment. Vous lui faites dire, d'ailleurs, ils vivent entre 2 mondes. Tout à fait. Donc c'est à la fois 2 mondes sociaux différents, 2 mondes, l'Iran et la Belgique, enfin il y a tout ça. Et alors, parce qu'il y a plein d'humour aussi évidemment, hein, parce qu'elle est pas coquine, mais je veux dire, elle a un regard un peu aiguisé sur la Belgique, sur les gens qui vivent en Belgique. C'est des gens gentils, mais bon, voilà, ils ont aussi certains défauts. La Belgique est compliquée, absurde. Oui, elle est un peu plus raciste que moi. Oui, j'espère. Oui. Vous avez poussé le bouchon, quoi, un peu. Oui, mais c'est un roman et, et en plus, il fallait qu'elle ait vraiment des avis plus... Mais des avis mitigés, c'est toujours difficile à écrire. Bien sûr. Et moi, je retiens les cornichons aussi, les petits cornichons salés qu'il faut qu'on mange délicatement parce qu'il y a le raffinement iranien. On ne peut pas les manger d'un coup, même si on en crève d'envie. Vous avez écrit énormément, mais pas tellement finalement sur les Iraniens, à part De cendres et de fumée. Si on peut voir peut-être la couverture. C'était quand même un prix Rossel. C'est sorti en poche, voilà, De cendres et de fumée. Pourquoi vous écriviez pas plus sur les Iraniens, la diaspora iranienne? J'ai vécu que 4 ans en Iran. Ouais. Et j'ai écrit aussi une pièce qui s'appelait Le village oublié, qui se passe dans un village en Iran. Et après ça, j'avais l'impression que je ne pourrais plus rien écrire sur l'Iran sans me répéter. Et sans aussi ne pas avoir... Enfin, vous savez, même quand vous êtes exilé du pays enfin, vous êtes en vacances même en tant qu'écrivain, vous avez des problèmes pour pouvoir parler du pays. Je comprends. C'est compliqué. 4 ans, c'est pas suffisant. Et puis, en fait, réellement, dans ma vie, il n'y a pas eu des frères et des sœurs, mais des amis, toute une génération d'amis, dont beaucoup sont morts en même temps, dans leur quarantaine, cinquantaine, ce qui est quand même relativement jeune, qui sont morts de toutes sortes de façons différentes, comme ce qui se passe dans le livre. C'est difficile de dire qu'il y a des relations de cause à effet, mais je me suis dit que je devais écrire sur eux. Ouais.
Et ça, c'est tous vos autres livres. Et à travers certains scénarios aussi, à mon avis, il y a des gens que vous connaissez très rapidement, puisqu'on parle de films. My Old Ass, ça n'a plus rien à voir, hein, mais c'est votre coup de cœur, en fait. Oui, c'est un film canadien, fait par une comédienne qui a fait 2 films, je crois. C'est un film que je trouvais magnifique. C'est mon vieux cul, en fait. Ça, oui, mon vieux cul. Ouais. C'est donc une jeune fille qui va quitter l'endroit où elle vit, qui est un endroit très spécifique, des lacs où on cultive du cranberry. Et elle va aller étudier, et il y a une sorte de nostalgie à l'avance, anticipative. Et alors, à un moment, elle se rencontre elle-même plus vieille. Et donc, pourquoi ça s'appelle My Old Ass? C'est qu'elle essaye de se toucher les fesses pour voir à quoi ressemblent ses fesses quand elle aura 40 ou 40 ans. C'est un film magnifique. J'imagine, oui. Vous le racontez bien, vous le résumez bien. Ça, c'est un livre magnifique aussi. Je vous le conseille vraiment, ça vient de sortir, ça s'appelle La nuit est encore longue. Et j'allais dire, ça tombe à pic, l'expression n'est pas terrible, mais c'est vraiment ça. Pour comprendre aussi ce qui se passe en Iran aujourd'hui, à la lueur de ce qui s'est passé aussi il y a plus de 40 ans, à travers un personnage qui est à Bruxelles. Merci beaucoup pour ces impressions nouvelles. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.